confidentielle. Il a également affirmé que de nouveaux tests ADN seraient menés pour éclaircir les conditions de la mort de l'ancien président Thomas Sankara. Suivons un extrait de ses propos sur ces différentes affaires en cours. Dans le deuxième dossier ministère public contre le général Guengéré, 2 autres personnes viennent d'être inculpées. Donc, nous sommes passés de 75 à 77 inculpés donc à la date d'aujourd'hui. Si les conventions sont supérieures donc aux normes nationales, donc c'est aux normes nationales donc de s'adapter. Sinon, nous n'avons pas peur de la constitution d'avocat. Soit on est sûr de son coup, ou on n'est pas sûr. Vous pouvez amener tous les avocats du monde. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Des tests ADN ont été repris. Et à la date d'aujourd'hui, 12 familles sur 13 ont accepté se soumettre à la contre-expertise que l'État burkinabé a accepté payer de nouveau. En tout cas, la hiérarchie ne nous a pas saisis pour un dossier de désertion qui nous disent qu'officiellement, le général Zida en désertion. Au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar a démis de ses fonctions son ministre des Mines. Ceci dans un contexte où les ex-rebelles soupçonnent le président Salva Kiir de vouloir nommer le ministre en question au poste de vice-président en lieu et place de Riek Machar. Ce dernier affirme qu'il désignera le remplaçant du ministre limogé dès qu'il reviendrait à Juba une fois la sécurité assurée par une 3e force neutre. Riek Machar prend par ailleurs à témoin la communauté internationale en mettant en copie la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix ainsi que l'organisation régionale des pays d'Afrique de l'Est, très impliquée dans la recherche d'une sortie de crise au Soudan du Sud. Et il faut dire que ce vendredi déjà, le vice-président Riek Machar a annoncé qu'il ne rentrera pas à Juba. Ceci dans un contexte où il reçoit le soutien de tout son mouvement. Plus de précisions à travers ce reportage. Riek Machar a fait savoir vendredi qu'il ne rentrerait pas dans l'immédiat à Juba. Le chef des ex-rebelles a également désavoué par avance toute tentative du président Salva Kiir de se trouver un autre interlocuteur pour ramener la paix dans le pays. Selon son représentant en Éthiopie, le vice-président sud-soudanais ne regagnerait Juba qu'à condition qu'une force neutre d'intervention soit installée au Soudan du Sud, une force en mesure d'assurer sa sécurité. L'ex-rébellion a réaffirmé son plein soutien à Riek Machar et averti qu'il ne reconnaîtrait pas la légitimité de son remplaçant. Le mouvement appelle par ailleurs le président Salva Kiir à mettre fin à ses actions destinées à installer Taban Dengue comme premier vice-président du pays. Pour rappel, Riek Machar avait quitté Juba après les combats meurtriers qui ont opposé durant 4 jours ses troupes à celles de Salva Kiir. Depuis lors, il n'a plus fait aucune apparition en public. Au Zimbabwe, le mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition du pays, a félicité ce vendredi les anciens combattants qui s'en sont pris au président Robert Mugabe, qui est pourtant leur allié de longue date. Ce parti a salué ce revirement qui intervient dans un contexte de colère grandissante contre le régime Mugabe. Les anciens combattants ont participé avec Robert Mugabe à la guerre d'indépendance du Zimbabwe dans les années 1970 et ont joué un rôle parfois crucial dans son maintien au pouvoir depuis 1980. Mais jeudi, coup de théâtre, l'association des vétérans de la guerre de libération du Zimbabwe a accusé le président d'avoir lamentablement échoué à résoudre les problèmes économiques du pays et prévenu qu'il ne soutiendrait pas une première, un tel dirigeant pour la présidentielle de 2018. Vendredi, aucun responsable gouvernemental n'était joignable pour commenter la déclaration des anciens combattants. Le Zimbabwe traverse une profonde crise économique depuis le début des années 2000, aggravée cette année par une sécheresse. Environ 90% de la population active n'a pas de travail dans le secteur formel. Le gouvernement est à court de liquidités. Le paiement des salaires des soldats et des fonctionnaires a, pour le second mois consécutif, été retardé. Dans ce contexte de déliquescence économique, le pays a connu ces dernières semaines une série de manifestations et de grèves, les plus importantes depuis des années, pour dénoncer la crise.
De nouvelles manifestations sont prévues ce samedi et lundi. La première organisée par des femmes pour dénoncer le manque de nourriture et la seconde par des jeunes diplômés pour protester contre l'absence de perspectives économiques. Lundi et mardi prochain, la Ligue arabe va se réunir en sommet à Nouakchott, en Mauritanie. Ceci pour discuter de la sécurité dans le monde arabe. Le sommet devrait, entre autres, dénoncer les interventions iraniennes dans les affaires intérieures des pays arabes, allusion faite aux différends entre Téhéran et l'Arabie saoudite, exacerbée par l'exécution par Riyad en janvier d'un chef religieux chiite. Une déclaration dite de Nouakchott est attendue à l'issue des assises. L'objectif est d'adopter une position qui unit les Arabes au lieu de les diviser. En Afrique du Sud, la 21e conférence internationale sur le sida s'est conclue ce vendredi sur un appel à continuer à financer la lutte contre la pandémie. Et ceci dans un contexte de baisse des fonds, d'une stagnation des infections et d'absence de remèdes. Reportage. Quelques 15 000 scientifiques, militants et bailleurs de fonds ont participé cette semaine à la conférence internationale sur le sida, l'occasion de faire le point sur les avancées dans la lutte contre le VIH qui a fait plus de 30 millions de morts depuis le début des années 1980. Mais le nombre de nouvelles infections se maintient de manière préoccupante depuis une dizaine d'années à 2,5 millions par an et les financements dans la bataille contre la pandémie baissent de façon inquiétante. Les bailleurs de fonds y ont consacré 7,5 milliards de dollars en 2015 contre 8,6 milliards en 2014 selon une étude de l'ONU-SIDA et de la Fondation Kaiser présentée cette semaine à Durban. Nous devons lancer un mouvement de justice sociale qui permettra de revitaliser la réponse au VIH, un mouvement similaire au mouvement global contre l'apartheid à l'époque. La marque que la réponse au VIH va laisser dans l'histoire ne sera pas mesurée seulement en vie que nous sauverons, même si c'est essentiel, mais aussi en dignité humaine que nous restaurerons. Cette mise en garde intervient 2 mois avant la conférence au Canada des donateurs du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial s'est fixé comme objectif de recueillir 13 milliards de dollars pour son prochain cycle triennal de financement. Sans cet argent, 21 millions de personnes mourront du sida et 28 millions de personnes seront infectées par le virus VIH dans les 6 prochaines années, selon une étude du Global Fund Advocates Network. Allons cette fois-ci au Bénin où c'est ce samedi qu'ont officiellement démarré les examens du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique et du certificat d'aptitude pédagogique. Et c'est au complexe scolaire de Bégamin Sud à Cotonou que le ministre de l'Enseignement maternel et primaire a procédé au lancement officiel des épreuves écrites de ces examens. Nous sommes ici au complexe scolaire de Bégamin Sud à Cotonou. Dans ce centre retenu par le ministre de l'Enseignement maternel et primaire pour le lancement officiel des épreuves écrites de l'examen de formation dans les écoles normales d'instituteurs et écoles privées de formation d'instituteurs, ils sont au total 199 candidats à plancher pour l'obtention du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique CEAP et du certificat d'aptitude pédagogique CAP. Un examen qui sanctionne la fin de 2 ans de formation. C'est des élèves qui ont été formés dans les centres de formation, puisque la formation dure 2 ans. Donc ces candidats-là sont à la fin de leur formation. Et les épreuves écrites aujourd'hui se situent dans le cadre d'un processus. Donc ils avaient déjà passé les épreuves pratiques, les épreuves orales dans les salles de classe. Donc aujourd'hui, ils font face aux épreuves écrites. Après les épreuves écrites, naturellement, ils auront à soutenir, je dirais, à présenter un mémoire et à soutenir. Et ça, c'est prévu pour la semaine prochaine. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux candidats afin que la composition se passe dans les bonnes conditions. Il faut bien lire le sujet. Faites l'effort de comprendre ce qui est demandé avant de vous mettre au travail. Rédigez au brouillon. Si vous travaillez bien, vous allez tous réussir. Notons qu'ils sont au total 487 000 candidats à plancher pour le compte de ces examens sur toute l'étendue du territoire national. Ils composeront entre autres en législation scolaire et morale professionnelle, psychologie et santé de l'enfant et en dictée question.
Sur un tout autre registre, le chanteur congolais Koffi Olomide a été arrêté ce vendredi soir à Nairobi, au Kenya, où il devait donner un concert à Nairobi. Son interpellation a eu lieu devant les locaux d'une chaîne de télévision où il venait de donner une interview. Ceci après avoir été filmé dans l'après-midi, donnant un coup de pied à l'une de ses danseuses à son arrivée à l'aéroport. La Commission nationale sur le genre et l'égalité a appelé l'inspecteur général de la police kenyane à ouvrir immédiatement une enquête. Il faut dire qu'en août 2012 déjà, le chanteur avait été condamné à Kinshasa à 3 ans de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires contre son producteur. 20 ans de prison, c'est la peine que la justice kenyane a infligée ce vendredi à un important trafiquant d'ivoire. Il s'agit d'un jugement qui a une valeur symbolique très forte. En effet, au Kenya, les condamnations pour braconnage sont plutôt très rares. Les détails. Faisal Mohamed Ali est condamné à 20 ans de prison, assorti d'une amende de 20 millions de shillings, soit 175 000 € pour trafic illicite d'ivoire. Présenté par l'accusation comme l'acteur principal d'un réseau de crimes organisés s'étendant des parcs africains aux marchés asiatiques, l'homme avait été arrêté en Tanzanie en décembre 2014, puis extradé vers son pays, le Kenya, où il était recherché depuis la découverte en juin 2014 de plus de 2 tonnes d'ivoire d'une valeur estimée à 4,2 millions de dollars. Considéré comme le baron de la contrebande d'ivoire, Faisal Mohamed Ali, qui nie les faits qui lui sont reprochés, entend faire appel de son jugement, lequel jugement doit, selon la juge, servir d'exemple. Le procès était d'ailleurs considéré par les défenseurs de l'environnement comme un test de la volonté réelle des autorités kenyanes de s'attaquer au braconnage et au juteux trafic d'ivoire et de cornes de rhinocéros qui déciment les populations de pachydermes du Kenya et d'Afrique. Notons que la condamnation de Faisal Mohamed Ali intervient 2 mois avant la tenue de la prochaine réunion de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction prévue à Johannesburg en Afrique du Sud. À cette occasion, le Kenya et 28 autres pays africains vont appeler à des mesures pour mieux protéger les pachydermes du continent, notamment l'interdiction totale du commerce de l'ivoire et la destruction des stocks dans le monde. Ainsi se referme cette édition. Merci pour l'attention et excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de SICA.